agité, on est dans une structure hospitalière, ça hurle, ça crie, ça pose problème. Qu'est-ce qu'on fait? On sédate. Et ensuite, retour à domicile. Retour à domicile au bout de 3 semaines. Donc c'est une patiente qui a été hospitalisée pendant 3 semaines. Parce qu'on la sédate, elle s'endort, on essaie de faire juste le traitement purement symptomatique. Elle rentre à la maison. Le fait d'être restée hospitalisée pendant 3 semaines, à votre avis, quels sont les effets, les complications inhérentes à l'hospitalisation? Infection musculaire. Quand on reste immobilisé pendant 10 jours, on perd 16% de force musculaire. Quand on est hospitalisé, qu'il y a de l'agitation, qu'il y a de la confusion, et que quand on est confus, on n'est systématiquement pas dans une situation optimale pour s'alimenter, pour bouger. Et si on ne met pas en place des mesures en parallèle qui sont les renforcements musculaires, cette dame va perdre en muscle, ne peut plus se lever, et quand on reste allongé, on fait des esclaves et on se laisse partir avec une espèce de sarcopénie qui fait que le patient ou la patiente va démissionner. Et en démissionnant, elle va se laisser aller. Et dès que vous allez avoir des esclaves, dès que vous allez avoir des pressions, c'est des patients qui vont mourir. Chez une dame de 76 ans qui est juste en tomber. Le juste tomber, c'est souvent ce qu'on est en train de dire. Sauf que souvent derrière la chute, eh bien, il y a des choses qu'il faut absolument rechercher. Alors, s'il vous plaît, perte d'équilibre. Et pour les pertes d'équilibre, retenez une chose en pratique. Certes, on peut avoir des névroses vestibulaires chez le Sugali. On peut avoir l'histoire des cristaux chez le Sugali. Mais dans 36% des cas de troubles de l'équilibre, les causes sont dues à des causes podologiques. Ça va duper la neuropathie des déformations de l'alus valgus, de l'artériopathie des membres inférieurs, jusqu'au chaussage. Et le chaussage, il faut aussi en prendre en considération. Alors, vous avez une fracture du col, on opère en catastrophe. Peut-être qu'on n'a pas fait d'évaluation en préopératoire. Et en particulier, cette évaluation en préopératoire, c'est limiter les médicaments les plus anticholinergiques. Et si vous voulez, quand vous allez avoir un patient, et souvent on va vous appeler, après la doctora, le Walida, ma partie d'Ilana, la clinique, il y a le Mustishfa, Mèche, et Tchoukton de l'année. S'il vous plaît, ne lâchez pas vos patients. Chacun a ses compétences. Les vôtres, c'est d'abord de récupérer et de repérer là où ça risque de se passer le moins bien. Vous avez 3 choses. La première chose, ce sont les médicaments. Et là, vous concertez avec le réanimateur. Il n'y a pas d'anticholinergique puissant à donner. Parmi les anticholinergiques puissants à donner, et celui qu'on adore, que vous adorez, moi je l'adore plus, qui est l'hydroxyzine. Il n'y a pas de taraxène à donner avant pour qu'on vienne dormir. Ah, t'as pour le taraxène, vous l'enlevez. C'est un puissant anticholinergique. Le néphopam, c'est un antalgique central qui donne des hypoglycémies et qui est un anticholinergique. Il vaut mieux du paracétamol passer à des petites doses de morphine que de passer par ces médicaments. Et bien évidemment, les anti-inflammatoires, on les oublie aussi. D'accord? Si on n'a pas le choix, one shot. Mais il ne faut pas les donner de manière. Et attention aux comédications. Après, le iatrogène, qu'est-ce qu'il y a comme risque? C'est le fait, les gens ont peur de retomber. Et le chirurgien va dire il ne faut pas faire d'appui. Discutez avec le chirurgien. Même sans appui, il faut qu'on se lève. Parce que si on ne se lève pas, on va perdre du but. D'accord? Et puis, troisième chose, c'est quoi? Une personne âgée n'est pas une personne plus jeune. Une personne âgée, il y a une déacclimatation systématique. On change d'endroit, eh bien, il faut absolument prévenir la confusion par l'orientation, par des choses qui lui parlent. Et en particulier, l'élément très important, je ne dis pas, les appareils auditifs. Le patient est hospitalisé, c'est le rush, c'est l'urgence, c'est l'anémie par le saignement, c'est la déshydratation, et bien après, c'est la confusion qui donnera lieu à la grammatisation. Alors vous voyez que souvent ces chutes sont banalisées, oui ou non? Elles sont classiques. Et regardez un petit peu, il y a un élément qui est un signe d'alerte de très mauvais pronostic, qui est lequel? Le fait de tomber, et de rester au sol.
Je vais vous donner l'exemple. On en a plusieurs, malheureusement de plus en plus. Vous avez des personnes âgées qui souvent vivent seules, qui peuvent être en aide à domicile, qui vont venir la journée pour partir le soir, qui ne vont pas venir le week-end. On a au jour d'aujourd'hui, en 2024, des personnes âgées qui vivent seules, autonomes, mais qui en tombant, en restant au sol, parce qu'elles n'ont pas la capacité, je vais vous montrer comment elles vont montrer aux personnes comment elles vont se relèver, elles vont rester au sol. Mais quand on va se blesser au niveau du cuir chevelu, c'est quoi le risque? De saigner. Et on a des personnes, notamment une personne dont je connais l'histoire, qui est décédée suite à un saignement sur 48 heures, et c'est des pompiers qui sont venus la chercher. Ça se passe aussi au Maroc. Merci beaucoup. C'est mieux. Ouf. Là, merci. C'est mieux. Le micro, je préfère. Donc, la notion de rester au sol plus de 1 heure s'accompagne d'un risque de décès de 50% à 1 an. N'oubliez pas, Madame Saïda. Et quand on reste plus de 3 heures au sol, c'est 40%, non pas à 1 an, mais à 6 mois. Alors, s'il vous plaît, cette plaque est importante. Sur cette plaque, chez un sujet âgé, qui est fragile, parce que vous allez avoir une population hétérogène, qui a une dénutrition, qui a une fonte musculaire, qui peut-être ne voit pas très bien, qui est isolé, qui a plusieurs médicaments dont les interactions peuvent donner lieu à une confusion, et bien sûr, ça, si vous avez une chute, il faut récupérer, repérer, traiter tous ces problèmes qui sont parallèles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que le patient ne fasse une chute, il faut l'évaluer pour éviter cette chute. Et on va voir comment. Alors, vous savez que chez le sujet âgé, de manière physiologique, tout comme le vieillissement rénal, tout comme le vieillissement neurologique, on a aussi une vitesse de marche qui va diminuer, mais qui ne va pas être au-dessous de 0,8 mètres par seconde. Ça, déjà, il faut savoir le calculer et je vais vous montrer comment. L'autre chose aussi, c'est que souvent, le pas est ralenti. L'amplitude est réduite et les troubles de l'équilibre sont très fréquents. Alors, en France, 12 000 décès par an suite à une chute. Et quand on tombe, presque la moitié vont être institutionnalisés. Et chez nous, on le voit. Vous le voyez très bien dans vos consultations des patients qui ont fait cet événement-là intercurrent. Après, il y a toujours une perte d'autonomie. Et comment se manifeste la perte d'autonomie chez le sujet âgé, qui vient vous voir en consultation en général, même seul? Quelqu'un qui va tomber et qui va peur de retomber, il ne va plus marcher. Et s'il va marcher, il va devoir s'aider d'une tierce personne. Donc, s'il vous plaît, le premier message, quand vous avez quelqu'un qui, bizarrement, sortait tous les jours seul, et il ne sort plus tous les jours tout seul, il est obligé d'attendre sa fille ou son fils ou son conjoint, ça, c'est un signe d'alerte, s'il vous plaît. Et vous pouvez faire beaucoup de choses. Parce que vous allez voir que la chute peut être due à quoi? C'est un atelier, donc vous devez travailler. Vertige. Hypotension orthostatique. L'hypotension orthostatique est très fréquente chez le sujet âgé. Surtout si on est sous des médicaments qui donnent une hypotension orthostatique. Antihypertenseur. Je dis pas qu'il faut pas traiter HTA. Il faut traiter HTA, mais il faut rechercher l'hypotension orthostatique avant que le patient ne tombe. Effectivement. Quoi autre encore? Il peut glisser, oui, parce que l'aménagement n'est pas adapté. Effectivement. Parce qu'on a trop de tapis qui ne sont pas collés. L'hypoglycémie. Est-ce que l'hypoglycémie est juste les situations qui se voient chez le sujet diabétique? L'hypoglycémie, on peut l'avoir chez le sujet non diabétique. Vous savez que chez le sujet âgé, normalement, nous avons un pancréas et des surrénales qui marchent très bien pour contrecarrer une hypoglycémie. Mais ça va, on réagit. Et puis, aux signes de l'hypoglycémie, vous avez les signes adrénergiques qui vous font qu'il faut aller nous sucrer. Le sujet âgé, vous oubliez ça. La réaction de contre-régulation hormonale, ce qui fait qu'il n'y aura pas les signes neuroglycopéniques, il n'y aura pas cette sensation de faim douloureuse, il n'y aura pas un tsrfa comme on le dit. Il y aura d'emblée une glycémie à 0,3. Pac. Mieux encore, en plus, si le patient a un déclin cognitif. Parce que quand on a un déclin cognitif, on a systématiquement pas la possibilité d'avoir ces signes d'alerte, d'aller prendre quelque chose de sucré et de le manger. On a des troubles praxiques, on a des troubles exécutifs, donc on ne pourra pas le faire. Ça voudra dire que l'hypoglycémie, effectivement, est l'une des causes de chute. Lesquelles?
Je suis en train de voir comment on est chaussé. Nous, on est bien chaussés. Le bilra. Alors, le bilra, le problème, c'est qu'effectivement, quand on prend de l'âge, surtout si on a une neuropathie, on peut avoir une atteinte des releveurs supérieurs. Et donc, en fait, le bilra, effectivement. Et nous, on adore, c'est notre habit traditionnel, le bilra. Les personnes âgées sont attachées à cela. Et puis, les bilrats chez les dames, il y a maintenant des bilrats revisités, où vous avez des espèces de talons comme ça. C'est une catastrophe aussi. Tout à fait. Shno achot? Exactement. S'il vous plaît, la cataracte, maintenant, vous savez, on voit encore des patients avec des cristallins bien opaques. Malheureusement, il y a encore beaucoup de réticence par certains patients, et surtout par leur famille, quant à la chirurgie d'une cataracte. Oui, la cataracte et la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Une déshydratation, une infection, une hypovolémie quelle qu'elle soit, des insuffisances veineuses qu'on doit corriger par des bas de contention peuvent nous donner une chute. Et on va voir, s'il vous plaît, que quand on va avoir une chute, il faut avoir 2 tiroirs à ouvrir et on va voir lesquels. D'accord? Surtout dans l'urgence, le cœur et le neurologique. Et ensuite, on recherchera le rose. Alors, regardez que la première cause de décès, de cause connue par accident domestique, à partir de 74 ans, ce sont les chutes. Première cause de décès, à court, à moyen ou à long terme. C'est quand même un élément très important. Et c'est surtout, à partir, regardez là, de manière exponentielle, comme je vous l'ai dit, 75 ans, et là, à partir de 85 ans, ça monte de manière crescendo, et c'est surtout chez les hommes. Alors, élément important, ça se passe pas que ailleurs. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est surtout dans les pays en voie de développement, où la cause de décès suite à la chute est importante. D'accord? Nous savons que nous avons un centre postural, un centre intégrateur, qui va donc nous donner l'afflux, recevoir l'afflux sensoriel, qui sont dus aux afférences périphériques. De là, on va avoir un warning pour qu'on ait une augmentation de notre polygone de sustentation pour bien ramortir le choc et ne pas tomber. Alors, ce temps de réaction chez le sujet âgé, il est ralenti. Donc, vous, moi, pour l'instant, Inch'Allah, si quelqu'un nous pousse, si on trébuche, si on a un malaise, on va peut-être rapidement avoir une réaction de compensation grâce à ce temps de réaction qui est extrêmement infime. Chez le sujet âgé, ce temps de réaction est prolongé. Sans oublier que les afférences périphériques, comme nous l'avons dit, visuelles, vestibulaires, cutanées, notamment la proprioception, et musculaires, notamment la fonte musculaire, font que les afférences seront diminuées et surtout seront perturbées, Le temps de réaction sera allongé, surtout en plus si on a des maladies neurologiques. Quelles sont les principales maladies neurodégénératives qu'on va voir chez le sujet âgé? Les démences, Alzheimer en premier lieu pour 70% d'entre elles, sinon les vasculaires et la maladie de Parkinson. Et donc, s'il vous plaît, c'est pas une maladie fréquente, mais elle se voit dans les formes avancées de démence, dans les AVC corticaux, c'est vrai. Mais, effectivement, la maladie de Parkinson, s'il vous plaît, commence toujours par un petit ralentissement idéatoire et souvent par des chutes. Donc, quelqu'un qui tombe plusieurs fois, prenons la peine de rechercher la roue dentée. Et enfin, on va voir qu'il y a d'autres maladies pour qui le sujet va commencer à tomber de manière répétée. S'il vous plaît, une chute dans l'année, c'est pas normal. 2 chutes dans les 3 mois, c'est très anormal. Et là, je dois rechercher les 2 tiroirs dont je vous ai parlé, dont je vais parler maintenant, qui est le neurologique et le cardiaque. Pour le cas, je parle surtout d'une maladie fréquente chez le sujet âgé qui s'appelle l'hydrocéphalie à pression normale. On va avoir une dilatation du système ventriculaire et qui sera associée à des troubles de la marche qui vont donner lieu à une chute, à une incontinence urinaire qu'on va banaliser, qu'on va mettre sur le coup d'une maladie prostatique et à des troubles de la mémoire qui vont être mis sur le compte du vieillissement. D'accord? Alors, la production de la marche, c'est donc, la marche, c'est une série de pas, et on sait que chez le sujet âgé, eh bien, on va avoir des déséquilibres posturaux et une baisse de l'amplitude de la marche qui font que, physiologiquement, vous allez avoir une baisse de la vitesse de marche, une baisse de la hauteur et de la longueur des pas, une augmentation du temps d'appui bipodal et une baisse de l'appui unipodal. Et ça, s'il vous plaît, dans votre consultation, en pratique,
Vous avez quelqu'un devant vous, demande-lui à la fin de la consultation, en lui prenant attention couché, debout, et je vous rappelle que l'hypotension orthostatique, c'est une baisse de plus de 20 mm de systolique et ou de 10 mm de diastolique, eh bien, demandez-lui de rester sur un pied. Si jamais il va rester moins de 5 secondes sur un pied, c'est un patient qui va tomber. Donc, à vous de chercher les causes dont on va parler maintenant. Et la première cause, effectivement, comme on l'a dit, la première facteur favorisant, on dira, c'est la dénutrition et la sarcopénie. Alors, la sémiologie fait que, et là, je vais pas vous faire l'affront d'évaluer votre marche, elle peut être déficitaire, elle peut être ataxique, elle peut être parkinsonienne, elle peut être due aussi déformer la marche parce qu'on a quoi? Quelle est la maladie fréquente chez le sujet âgé? L'arthrose et la gonarthrose. Donc, le patient va commencer à marcher de manière, en fait, en dandinant, qui n'est pas une marche physiologique. Et donc, il risque de tomber. Il y a une autre entité qui est fréquente chez le sujet âgé qui est le canal lombaire étroit. Quand on a un rachis dégénératif, quand on a une hypertrophie des ligaments postérieurs longitudinaux qui sont intravertébraux, c'est quoi le risque? C'est une compression des afférences sensitives et le patient va avoir une démarche cordonale. Et cette démarche cordonale va faire que le patient va rapidement tomber là aussi. Et enfin, un élément très important, et ça vous l'avez déjà dit, les problèmes podologiques. Et je n'oublie pas autre chose. On peut, quelqu'un qui est déjà tombé et qui va pas vous l'avouer, et de peur de tomber va nous faire le syndrome post-chute, va faire une phobie de la marche. Et cette phobie de la marche, il va, quand vous allez essayer de le lever, il va commencer à crier sans que vous le touchiez. Quelqu'un qui crie sans que vous le touchiez, et pour qui vous avez fait un bilan radiologique qui est strictement normal, c'est un syndrome post-chute, c'est de l'ordre du psychiatre. C'est pour ça que à chaque fois que vous avez quelqu'un qui va tomber, s'il vous plaît, mettez-le debout. C'est un peu comme le cavalier à cheval. Quand il tombe du cheval, il faut le remettre rapidement. Ben, c'est pareil pour la chute. Alors que fait la famille quand vous avez un patient qui est tombé? Qu'est-ce qu'elle fait la famille? Elle le surprotège. Et ça, c'est une erreur. Donc, à nous de véhiculer, s'il vous plaît, ces informations, que si on surprotège nos personnes âgées, eh bien, bonjour, la catastrophe en termes de perte d'autonomie. Parce que bien sûr que à cet âge-ci, on va parler de qualité de vie. Alors, vous connaissez toute cette plaque? Oui, non? Tout le monde la connaît. Qui c'est qui la connaît pas? D'accord. Alors, vous avez ici, le facteur 1, c'est un organe qui vieillit. Normal. Dès qu'on est, on commence à vieillir. Le rein, le cerveau, le muscle, tout ce que vous voulez. Le 2, c'est la pathologie de cet organe. On a une insuffisance rénale physiologique, mais on peut faire une néphropathie. On a une atrophie corticale neuronale du fait d'un vieillissement physiologique du cerveau, mais on va faire peut-être une maladie d'Alzheimer. Le facteur 3, c'est un événement intercurrent. Nous sommes dans la chute, ça peut être une infection, ça peut être une anémie, ça peut être tout ce que vous voulez, un médicament qu'il fallait pas donner. Eh bien, nous sommes dans une situation, vous avez un patient, je viens de vous dire que les centres posturaux qui sont au niveau des noyaux gris sont perturbés, sont physiologiquement ralentis, avec une augmentation du temps de réaction, n'est-ce pas? Eh bien, sur cela, avec une vitesse de marche qui est ralentie aussi. Sur cela, vous allez avoir une ostéoporose. Est-ce que vous recherchez l'ostéoporose chez le sujet âgé? Systématiquement? Bravo. Parce que le nombre de patients et de patientes qui ont été opérés pour une fracture du col, qui font des fractures vertébrales, qui sont ce qu'on appelait communément avant le tassement vertébral, c'est fractures vertébrales, et qui ne sont pas sous biphosphonate. Donc effectivement, on a une ostéoporose qui est une maladie qu'il faut traiter par des biphosphonates, bien sûr après avoir bien rechargé le patient en vitamine D. On est d'accord? Eh bien, sur cela, si vous avez un trouble de l'équilibre, cette chute va donner lieu à quoi? Va donner lieu peut-être à une fracture du col. Eh bien, ce trouble de l'équilibre, ça peut être une hypotension orthostatique. Je reviens aux causes dont on a parlé. Cette hypotension orthostatique peut être due à quoi? Déshydratation, traitement, diabète, médicaments, donc antihypertenseurs. Alors, l'hypotension orthostatique, s'il vous plaît, vous mesurez systématiquement la fréquence cardiaque associée. La tension artérielle allongée, et je prends ma fréquence cardiaque en même temps. Je mets mon patient debout à 0, 1, 3 minutes, et j'évalue ma tension artérielle
avec ma fréquence cardiaque. Pourquoi c'est important d'avoir la fréquence cardiaque en même temps? C'est que si j'ai une tachycardie réflexe, si, par exemple, la fréquence cardiaque passe de 78 à 90 ou la 100, j'ai une différentielle de plus de 10 battements à la minute. N'est-ce pas? Si j'ai une hypotension orthostatique, comme je vous l'ai rappelé, une baisse de 20 mm de systolique ou de 10 mm de diastolique, avec une accélération de la fréquence cardiaque, j'aurai une tachycardie réflexe. Ça veut dire que j'ai une hypovolémie. Cette hypovolémie due à quoi? Déshydratation, anémie, hémorragie, effectivement. Et ça peut être une hypovolémie relative. C'est quoi l'hypovolémie relative? Exactement. L'insuffisance veineuse. Ça veut dire que, s'il vous plaît, vous n'avez pas de déshydratation. Et comment faire le diagnostic d'une déshydratation? Vous l'oubliez, le pli cutané ici. Non, ici. Au bout de la langue. Non, surtout pas. Parce que vous avez une perte de l'élasticité de la peau. Donc, ce qui fait que tout est flétri. D'accord? Donc, là ou là. Et vous avez fait une biologie, c'est une hémoconcentration. Un sujet âgé ne peut pas avoir 80 grammes de protéines. Soit c'est une déshydratation parce qu'il y a une hémoconcentration. Vous me suivez? Soit c'est une, et là c'est M. Hermouche qui en parle à côté, une hypergamma-globulinémie. L'électrophorèse des protéines. Ça peut être une maladie de Waldenstrom, exactement. Ça peut être un myélome multiple, comme ça peut être une hypergamma polyclonale. Vous voyez qu'on peut tomber directement grâce à l'interprétation d'une protidémie. 80 grammes chez un monsieur de 80 ans, c'est non. C'est pas possible. Soit on est déshydraté, soit on a une dysglobulinémie, comme a dit madame, un Waldenstrom, un myélome ou une hypergamma polyclonale dans le cas d'un syndrome inflammatoire. D'accord? Alors, quelqu'un qui peut nous faire un AVC hémorragique ou ischémique? Quelqu'un peut nous faire une hypotension orthostatique par hypovolémie ou quand la fréquence cardiaque ne s'accélère pas, ça peut être dû à quoi? Tu sais tout. Tu sais tout, c'est une dysautonomie, effectivement. Et là, monsieur a parlé du diabète, effectivement. Et à côté du diabète, il y a une maladie. Quand on y pense, on peut la trouver plus fréquemment chez le sujet âgé, qui est l'amylose. L'amylose. Attention à l'amylose qui peut se manifester par une hypotension orthostatique avec des chutes à répétition. Surtout si le patient nous fait des épisodes d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc, vous voyez que la chute, on va du chaussage à l'anémie, à la déshydratation, à la dysautonomie, aux médicaments anticholinergiques qui peuvent nous donner une dysautonomie. Quels sont les médicaments anticholinergiques en dehors de l'hydroxyzine dont j'ai parlé? Les alpha-bloquants. Merci. S'il vous plaît, les tricycliques sont des puissants anticholinergiques. Il faut les éviter chez le sujet âgé. Ils vous font des hypotensions orthostatiques de dingue. D'accord? Et c'est des gens qui vont tomber. Et puis, bien sûr, ça peut être tout bêtement, comme vous l'avez dit, on a trébuché. Ça veut dire que quand on a un patient qui va tomber, ben c'est tout ça qu'il faut chercher. Et regardez un petit peu. Vous avez un patient, par exemple, qui est sous antiarythmique. Il a une FA, une fibrillation atriale, et qui est anticoagulé, à juste titre. Il va tomber. Ben, il va pas prendre ses médicaments. Parce que, Bordeaux, et comme je vous ai dit qu'il y a un problème de déafférentation et donc on ne peut pas me relever tout seul, si je suis tout seul et ce n'est que le soir que j'ai ma fille ou quelqu'un de la famille qui va venir, ben je vais rester longtemps allongé, j'arrête mes médicaments puisque je ne peux pas les prendre, je peux faire un AVC. Et donc, qu'est-ce qu'on va penser? On va penser que c'est l'AVC qui l'a fait tomber. Alors que c'est la chute qui a été, du fait de la suspension de traitement, entraîné un AVC. Alors, si le patient en plus est aphasique, on n'aura pas cette information de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, regardez, ça c'est une pure maladresse qui peut entraîner cela. Un patient qui est sous IEC, il est diabétique, il a une néphropathie diabétique, on l'a mis sous IEC à juste titre. Un patient hypertendu qui nous fait des œdèmes des membres inférieurs, qui n'a pas supporté les inhibiteurs calciques,
n'est-ce pas? Et il a été mis sous thiazidique, par exemple. Eh bien, ce patient qui va tomber, on dira juste la maladresse, alors on ne parle pas des autres causes. Regardez, quand on tombe, comme on a perdu en masse musculaire et que la cellule musculaire est fragile, qu'est-ce qu'elle va faire cette cellule musculaire si on tombe, ça me prend par terre? Et on aura une la sarcopédie c'est au stade ultime, une rhabdomyolyse. Alors quelqu'un qui est sous IEC ou sous thiazidie, qui tombe et qui fait une rhabdomyolyse, c'est quoi le risque? Aigu. D'accord? Et cette insuffisance rénale aiguë, sans oublier que quand on reste allongé, on peut avoir des pneumopathies d'inhalation et le patient arrive au stade d'insuffisance rénale aiguë. Et souvent, c'est des patients, et j'ai vu un cas comme ça, d'un patient qui a été dialysé en urgence. Alors, s'il vous plaît, un repère, un réflexe. Quand vous avez un patient, vous voyez que la créate est au plafond et que le patient ne peut pas vous dire s'il a des troubles de la mémoire, s'il est tombé ou pas. Et avant d'aller plus loin, faites une chose. Les CPK. La créatine phosphokinase est un diagnostic biologique rétrospectif de la chute. Il peut être à 2000, ce patient est tombé. D'accord? Une insuffisance rénale aiguë, je vérifie les CPK et ça me signera l'antécédent d'une chute. Donc voilà, en fait, en pratique, vous êtes devant un patient, vous allez vous aider de tierce famille si le patient n'est pas capable de relater les différentes informations parce qu'il a des troubles de la mémoire éventuellement. Vous l'examinez bien évidemment rapidement et je vous avouerai que dès que vous avez un membre raccourci en rotation interne, c'est une fracture. Un membre avec une augmentation de la taille de la cuisse, c'est une fracture diaphysaire du fémur. C'est assez simple, d'accord? Et puis après, vous avez redemandé qu'est-ce qui se passe dans l'environnement pour avoir un diagnostic étiologique. Cet antécédent, cet interrogatoire doit être fait de manière minutieuse. Je vérifie les médicaments donnés, les médicaments avoués et les médicaments non avoués. Donc, j'avais une poussée de gonalgie, j'ai pris des anti-inflammatoires. En faisant une gastrite et je passe de 12 grammes d'hémoglobine à 10 grammes, je fais l'hypotension. Parce que le sujet âgé ne va pas mieux supporter une anémie qu'un sujet plus jeune quand c'est d'installation brutale. J'ai pris un médicament pour dormir parce que ça fait 3 jours que je ne dors pas. Et ma fille a été très gentille, elle m'a donné un petit comprimé de Lexomil. Ah ben là, le patient, il va se réveiller complètement. Et puis, effectivement, chute. D'accord? Et donc, c'est un élément très important. Par contre, je vais absolument rechercher la notion de l'hypothymie. L'hypothymie, attention, syncope, attention, trouble du rythme de la conduction. Et bien sûr, je vais vérifier, est-ce que ce monsieur a pu ou cette dame se relever seul? Et ça nous pose un gros problème. Et dans le plan anti-chute, Inch'Allah, dans le plan de lutte contre l'isolement et la perte d'autonomie, nous avons signé un partenariat de la Société marocaine de gériatrie avec le ministère de la Solidarité pour l'élaboration, pour la formation d'aide à domicile, pour qu'on ait des visites ponctuelles dans les domiciles des personnes âgées. On a un travail pilote qui sera fait sur Rabat. On n'a pas encore déterminé le quartier, ça va être sûrement Nada, parce que c'est mon deuxième quartier, je dirais, parce que le centre social est à ce niveau-là. Mais on va aller voir les personnes âgées et les voir de manière ponctuelle, parce que une chute, ça tue, je vous en ai parlé. Un monsieur âgé ou une dame âgée qui tombe ne pourra pas se relever si, bien évidemment, la famille est au travail. Ça voudra dire que le fait de rester longtemps au sol est un facteur prédictif de décès. Et je vous ai montré, malheureusement, l'exemple. Et puis, bien sûr, on va examiner le patient comme on a dit. On n'oublie pas une chose. Un patient qui tombe, rapidement, je vois s'il n'est pas déficitaire parce que l'AVC ischémique, ça commence par une hémiparésie et je vais tomber. Et il faut faire vite. Et puis, autre chose, je vérifie quoi chez un patient qui est tombé? Hypoglycémie, d'accord? Limite, même si je n'ai pas mon dextro, je le fais sucré, exactement. Shnoachor. La tension, oui, s'il arrive à se lever parce que s'il n'y a pas de fracture, d'accord, très bien. Mais quoi? Urgent. Pardon? L'arrêt cardiaque, l'examen? Shno? L'examen clinique, l'examen. À quelle heure on a commencé, madame? Là. D'accord. Alors, je vous ai donné le plus important de manière maintenant. S'il vous plaît, la fréquence cardiaque et l'arythmie. Exactement. Donc, je vérifie le pouls radial. Si j'ai une bradycardie. Donc, je vérifie tout ça. Ça, j'en ai déjà parlé pour l'hypotension orthostatique, n'est-ce pas?
moins de 10 de variation de la fréquence cardiaque, c'est une dysautonomie. Et puis, j'évalue, s'il vous plaît, le test unipodal. Plus de 5 secondes, c'est très bien. Moins de 5 secondes, c'est pas bien. Le patient, je le fais bouger, je le fais marcher sur une distance de 3 mètres. Et je lui demande de se lever, de marcher, de se retourner, de revenir. S'il fait tout ça en moins de 14 secondes, vous êtes content. S'il fait tout ça en plus de 20 secondes, il va retomber. Et donc, ça peut être tout simplement un problème podologique, comme ce que je vous ai dit, comme ça peut être un problème de nutrition, comme ça peut être un problème environnemental, et je recherche systématiquement les facteurs déclenchants qui sont ceux-là. Pour l'hydrocéphalie à pression normale, j'en ai vu plusieurs. C'est pour ça que je vais vous en parler. L'hydrocéphalie à pression normale, c'est un scanner où vous avez une hydrocéphalie, sans atrophie. C'est des patients qui tombent. Et quand vous les examinez, vous voyez qu'ils marchent pas très très bien. Ils oublient un peu. J'en ai eu, je vous assure, cette année-là, juste en 2024, j'ai eu 3 cas. Donc, c'est dire que c'est fréquent. Et c'est des patients qu'on met sur le compte du vieillissement, or que non. Et en plus, ils portent des protections et demandez l'histoire de la continence systématiquement. C'est souvent non avoué. Alors, pourquoi? Parce qu'on fait une ponction lombaire déplétive, une ponction lombaire de décharge, et c'est une ponction lombaire qui va améliorer les personnes âgées. Et de là, vous allez les faire dériver. Attention, s'il vous plaît, aux causes cardiaques, notamment au rétrécissement aortique calcifié serré. Baisse du volume d'éjection systolique, hypotension et chute. Attention aux médicaments qui peuvent nous donner un effet sédatif, qui peuvent nous donner un effet extrapyramidal, notamment les neuroleptiques cachés, le fameux primpéran, le fameux clopram. Attention, s'il vous plaît, aux antibiotiques qui donnent des troubles du rythme et de la conduction, notamment les quinolones, notamment les macrolines, l'azithromycine exactement. Et je vous rappelle que l'infection du sujet âgé, c'est pas 3 jours pour les infections pulmonaires. Ça, c'est juste au passage. Comme Madame la Présidente m'a laissé 1 minute de plus, je peux vous le dire. Et puis enfin, les autres causes. Tout ça. Tout ça, et effectivement, attention à l'hypoglycémie. Et un élément très important, quand vous avez quelqu'un qui a une fréquence respiratoire cardiaque qui est basse, recherchez le BAV, recherchez la bradyFA. Ce patient est en bradyFA. 86 ans, elle était sous ablocardie et digoxine. C'est une bradyFA. Donc, vous voyez que tout ça, en urgence, je recherche le cause neurologique et le cause cardiaque. Et puis, je n'oublie pas, s'il vous plaît, toute situation d'hypoxémie, les médicaments. Et un élément important qui est inavoué, c'est l'intoxication à l'alcool. D'accord? Et donc, je me fais l'évaluation de la marche, comme le demi-tour dont je vous ai parlé à moins de 14 secondes. Je vérifie, s'il vous plaît, que le patient ne me fasse pas de complications post-chute. Donc, s'il est tombé, si on vous appelle à domicile pour une perte d'autonomie et que vous essayez de l'asseoir et il est complètement rigide et il va hurler, c'est un syndrome post-chute. Vous le faites mettre debout rapidement, même si c'est une planche à voile. Vous savez, on est complètement raide collé. Parce que sinon, ce patient, vous devez vous faire aider par la kinésithérapie, parce que sinon, le patient va avoir des troubles des complications, de la gravatisation. Et enfin, un élément très important, on prévient systématiquement, dès que le patient vous a relaté une notion de chute, vous repérez les facteurs précipitants dont j'ai parlé et je préviens le syndrome post-chute. La kiné est très importante. Maintenant, vous allez me dire que la kiné, ça coûte cher. Vous pouvez faire de la kiné de manière, il y a des articles qui ont été écrits notamment pendant la période Covid, où on peut faire des espèces de squats, des étirements, des choses adaptées à la personne âgée. Nous avons tout ça. Nous avons des accès de cours. Je pourrais éventuellement, il faut juste que Madame Azizi ou Madame Benani me le rappelle par mail et je vous envoie l'article où vous avez cette kiné qu'on peut faire à domicile et qui prévient la fonte musculaire de 20%, ce qui est très important. Et enfin, j'oublie pas ça. J'oublie pas l'activité physique. J'oublie pas la supplémentation par vitamine D qui joue un rôle important dans le renforcement. Je n'oublie pas de vérifier les afférences sensorielles, les facteurs environnementaux et, s'il vous plaît, les moquettes, les tapis non collés, les réaménagements des sanitaires. Je limite les médicaments. Je vérifie, s'il vous plaît, l'éclairage. Souvent, les personnes âgées, du fait de leur retraite, deviennent très économes en termes d'électricité. Eh bien, s'il vous plaît, il faut mettre des veilleuses un peu partout parce que le soir, quand on se lève, on n'a pas les mêmes repères qu'un sujet plus jeune, d'accord, à cause de cette atteinte proprioceptive de manière physiologique. Et puis, on a de plus en plus de personnes âgées avec des animaux domestiques. Il faut aussi faire attention. Alors, le bon chaussage, c'est ça. Le mauvais, c'est ce que nous avons dit, c'est ça.
D'accord? Et puis, la canne et l'habillage. Quand on prend de l'âge, on a des fractures vertébrales, on a une fonte musculaire et on se met en syphose. Et donc, koshikekon, nasal. Donc, on fait monter ou on coupe, on ajuste. Ça, c'est un élément de signe de fragilité. Et ça a été bien démontré d'ailleurs. Et bien sûr, pour les déambulateurs, il faut éviter les roues. Parce que les roues, on va vers l'avant. Pour les cannes, il faut préférer les tripodes et non pas les jolies cannes anglaises. Et enfin, vous expliquez cela aux patients. S'il vous plaît, si vous arrivez de tomber, vous vous mettez sur le ventre. Si vous n'avez pas mal, vous prenez appui avec, comme un califourchon, avec une jambe et les coudes. Et vous avancez. Si vous avez une fracture, vous traînez l'autre bras, l'autre jambe. Sinon, vous mettez à quatre pattes et vous allez vers un endroit où vous pouvez prendre appui. Un meuble. En général, on tombe pas dans un endroit où il n'y a pas d'appui. On est bien d'accord. Si c'est dans la rue, on est rapidement aidé par une tierce personne. À domicile, il y a toujours un élément du mobilier sur lequel on va prendre appui pour se relever. Parce que sinon, c'est des patients qui vont décéder. Vous avez vu, 50% de décès à 1 an quand on est plus de 1 heure par terre, à cause de la rhabdomyolyse, à cause de la pneumopatination. 40% à 6 mois quand on reste plus de 3 heures. Et n'oubliez pas l'évaluation gériatrique standardisée qui doit être en amont pour repérer les indices de chute, notamment l'hypotension, notamment la station unipodale. Parce que ça a été bien démontré que quand vous augmentez, quand vous mettez en place la kiné, le renforcement musculaire, l'hyperprotéiné, vous limitez les médicaments, vous baissez de 12% la mortalité. Et c'est un indice de fragilité, la vitesse de marche. En gros, vous prenez 4 mètres de votre chaise au bureau. Et le patient, en marchant ces 4 mètres, il faut qu'il fasse moins de 5 secondes. D'accord? C'est la vitesse de marche de 0,8 mètres par seconde qui ne doit pas être inférieure. Et donc, voilà, j'arrive à la conclusion pour dire que c'est banal, oui, c'est classique, oui, mais malheureusement, ça recouvre un certain nombre d'éventails de pathologies, des moins graves aux plus graves. Oubliez pas le neurologique et le cœur. N'oublions pas les médicaments et les hypotensions orthostatiques. Je vous remercie.